Mesdames et messieurs, je suis heureuse de me retrouver parmi vous. Et les controverses soulevées à l'occasion des discussions portant sur les propositions du pouvoir en place, en particulier préparées par référendum une nouvelle constitution. Et ces controverses ont souligné l'intérêt qu'il y aurait à considérer un peu plus activement les modifications régulièrement apportées à notre constitution. Et c'est le mérite du Parlement Prince d'avoir organisé cette rencontre et je le remercie d'avoir associé à cette entreprise. Et c'est pour moi l'occasion d'évoquer la mémoire de Maître Jean-Fédé Lorval. Cet éminent collègue disparu dans les conditions que tous connaissons et que nous vivons. On se retrouverait assez fréquemment dans les assemblées, les réunions académiques, et à 2 reprises, nous avons été intervenants dans les conférences organisées, d'abord par l'Université d'État, puis par l'Université de Port-au-Prince. Et il m'est revenu de parler de l'amendement, du dernier amendement à la Constitution de 1997, en faisant un bref recul sur le passé. Et Montferrier a beaucoup insisté pour me dire, mais pourquoi tu n'écris pas quelque chose sur ce que tu viens de dire, en approfondissant la recherche sur les amendements? Et j'ai tenu compte de sa suggestion, c'est ainsi que j'ai préparé le dernier livre, Les amendements dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti. Et c'est l'occasion pour moi d'évoquer sa mémoire et de le remercier. Et par son intermédiaire, je trouve normal que je réponde à une demande du Parlement. Le sujet, les amendements, est beaucoup plus riche que l'on pourrait le voir. Et parce qu'en général, on attache l'importance et les réflexions sur les institutions, sur les constitutions, alors que les amendements ont beaucoup compté dans notre histoire politique. Et ça permet quand même, avec intérêt, de faire un appel au droit, qui est la scène policière et des constitutions des amendements, mais aussi à l'histoire qui nous offre les cadres successifs dans lesquels ces amendements sont produits. Et dans cette perspective double, juridique et historique, les amendements apparaissent comme une matière inévitable liée aux constitutions. Et les amendements sont les subsidiaires, les appendices à l'organisation constitutionnelle. Il faut reconnaître que les constitutions, leur création, leur disparition, peuvent créer des soubresauts, pas nécessairement des amendements. Donc, il me paraît utile de procéder à une revalorisation de l'amendement. Et c'est même stimulant car tous ne sont pas tombés dans le monde. Une première appréciation statistique nous révèle que sur les 22 constitutions que nous avons eues, seulement 7 d'entre elles ont été amendées. 1846, 1879, 1918, 1935, 1964,
1983 et bien entendu 1987. Le nombre des amendements, des articles amendés s'élève au total à 127. Mais la dernière expérience d'amendement à elle seule a entraîné 112 modifications. Et on peut simplement souligner que 29 de ces modifications ont été des suppressions, en particulier la suppression de l'article 15 qui interdisait la double nationalité. 54 ont été des amendements partiels ou de fond, c'est-à-dire qu'on a modifié l'orthographe, la grammaire, la présentation et les objectifs de l'amendement. Et il y a eu 29 nouveautés. Et c'est avec vraiment beaucoup d'intérêt que je souligne les 13 amendements qui comportent la création du Conseil constitutionnel, mais ce Conseil n'est jamais sorti des règles. Cependant, il faut souligner quand même les hiatus. La Constitution de 1889, appelée l'immortelle, parce qu'elle a duré 29 ans, et elle a servi 11 présidents et 11 législatures, et à 6 reprises, on a essayé de l'amener, mais les procédures utilisées n'ont pas abouti à ces différents amendements, mais de tous ont totalisé 113 articles. Ce qui veut dire que l'amendement fait partie de notre histoire constitutionnelle. Justification doctrinale, normative et surtout programmatique, ceci nous conduit à les placer dans le contexte géniteur de l'histoire constitutionnelle du pays. Cependant, de manière autonome, il mérite un intérêt particulier. Chaque pays a enregistré à l'intérieur ou à côté de son histoire politique celle des amendements en application. En application, précisément de l'article 28, la déclaration des droits de l'homme de 1789, et il est bon de rappeler ce que cette déclaration qui a été appliquée non seulement en France, mais dans la plupart des pays européens, et même en Haïti, même s'il n'y a pas de référence formelle à 1789. La dernière constitution fait référence davantage à 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, de changer sa constitution. Il y a ce complément qui sort comme une exigence. Une génération ne peut assujettir à ses droits de génération future. Les États-Unis se distinguent pour avoir une seule constitution, 27 amendements dont certains sont majeurs, et la France, ceci vient d'être mentionné, a eu donc 22 amendements depuis 1764, 1875, et la dernière la Constitution de 1948 a eu une vingtaine. Toutes les constitutions haïtiennes ont prévu des modalités à observer pour leur apporter des changements. Que ces changements soient cosmétiques ou de fond, en s'appliquant à un système politico-social. L'articulation des séquences a rapidement varié. Mon pays a un itinéraire qui met en évidence tout au long de notre histoire. D'abord, l'initiative, c'est-à-dire quels sont les organes chargés de préparer,
de proposer des amendements. En général, c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. Deuxièmement, quelque chose de très important qui a été précisé dans la Constitution, le moment entre lequel on peut opérer. Certaines constitutions ont dit à n'importe quel moment. La plupart d'entre elles ont précisé, comme vous savez, la dernière étape a eu à dire la dernière session d'une législature. Ce qui dit qu'actuellement, il n'y a plus possible de conserver, quelle que soit la nature de cette décision. Par exemple, on veut construire une route, on veut construire une école, etc. Et modèle, le pays modèle, à cet égard, c'est bien entendu la Suisse. Mais d'autres pays pratiquent le référendum, mais c'est conforme à cet article 128 de la Constitution de 1918, à savoir, c'est mot par mot. On ne peut pas organiser un référendum sur un texte complet. Car vous, citoyens, vous êtes d'accord avec tous les articles, mais vous récusez un seul, vous pouvez voter non. N'approuvez pas le texte. Tandis que la formule la plus applicable, je crois que Maître Gousse va en parler tout à l'heure, voter pour donc, le référendum, je crois que je demande aux parents peut-être de faire plus de publicité pour expliquer à la population ce qu'est un référendum. Ce n'est pas voter un texte globalement, quand ceci n'est pas techniquement possible et ce n'est pas juridiquement acceptable. À moins qu'on veuille convertir le référendum en une sorte de plébiscite. Quand le plébiscite est différent. Le plébiscite, c'est l'adhésion à une norme. C'est-à-dire, quel que soit ce que fait le chef de l'État, quel que soit ce qu'il propose, le peuple est là. Et dans l'actualité africaine, nous nous habitués à ce genre de plébiscite qui marque d'ailleurs les élections. Les élections, c'est un choix. Mais quand un président est élu à 99%, il n'y a plus de choix. C'est un plébiscite. Et le plébiscite est délétère pour la démocratie. Car Vincent a utilisé, François Duvalier aussi. On a deux exemples du XXe siècle d'utilisation du plébiscite sous prétexte de référendum. Car il faut bien reconnaître que le référendum populaire n'est pas synonyme de démocratie. Mais l'histoire haïtienne ou l'histoire étrangère nous révèle que le référendum, malheureusement, peut faciliter, peut créer l'antichambre à l'autoritarisme et à la dictature. Autoritarisme et dictature ne peuvent pas être constitués.